Bien, bonjour à tous. Quel honneur, quel plaisir de se prendre un court instant pour un joueur de tennis. Alors, on a une particularité autour de cette table ronde. Je ne sais pas pour Clara Chapaz, mais on a quatre personnes qui sont du Nord. Enfin, en tout cas, les Hauts-de-France sont bien représentés, puisque les 4 hommes qui sont là ont des liens avec les Hauts-de-France. Donc, je ne sais pas si les Hauts-de-France sont là. C'est le MEDEF Hauts-de-France est dans la salle, mais sachez-le, voilà, pour vous réchauffer. Ils sont là. On va faire le premier match de la journée, une journée qui va être très politique puisque nous recevrons tout à l'heure l'ex-futur Premier ministre. On verra comment ça se terminera pour lui ce match qu'il a lancé pour le 8 septembre. La table ronde qui suivra celle que nous allons avoir s'appelle Réindustrialisation, un enjeu de survie. Et j'ai envie de dire que celle que nous allons avoir maintenant, qui va gagner le match de data, est également un enjeu de survie, tout autant que la question de l'industrie, dont on a beaucoup parlé, dont on va beaucoup parler encore dans les mois qui viennent, puisque finalement, aujourd'hui, les données personnelles, c'est devenu un lieu commun de le dire, mais c'est l'Eldorado finalement du 21e siècle, c'est la ressource stratégique, l'une des ressources stratégiques majeures, et la question de savoir effectivement si l'Europe peut peser dans ce débat. Je veux juste en introduction faire remarquer que le dernier tweet, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, du président américain Donald Trump, mais à nouveau, on vous interrogera peut-être Clara Chapaz là-dessus, mais les uns les autres, mais à nouveau la pression sur l'Europe, sur cette question du numérique. On sait qu'il y a une alliance aujourd'hui entre Washington et la Silicon Valley, avec donc une pression. Le président américain qui dit qu'il est prêt à remettre de nouveaux droits de douane aux pays qui réglementeraient trop le numérique et la tech. Alors je crois qu'on peut se sentir visé en Europe et ça sera intéressant de vous entendre les uns et les autres sur les conséquences de cette pression. En même temps, c'est vrai que c'était une formule, je crois que c'est la patronne des patrons italiens qui l'avait dit, le problème c'est que quand il y a une innovation, l'Amérique la développe, les Chinois la copient et les Européens la réglementent. Donc, dans le domaine du numérique et de la data, cette question de la surréglementation, à l'heure de l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout son potentiel de transformation de nos entreprises, c'est évidemment aussi au cœur du sujet de ce match des data, qui est un sujet d'infrastructure. On va en parler, on parlera avec Xavier Bertrand, qui espère bien avoir beaucoup de data centers, il vous en parlera. Mais ce n'est pas qu'un sujet d'infrastructure, comme vous le savez tous, dans toutes vos entreprises aujourd'hui, que ce soit dans l'entreprise ou dans notre vie quotidienne, la question des données, 200 zeta-octets de données ont été produits en 2025, ça vous dit rien, à moi non plus. Un zeta-octet, c'est 1000 milliards de gigaoctets, ça dit peut-être plus de choses à Octave Klaba ou à Cyril Cyprien Falk, mais c'est quand même sans doute beaucoup et surtout c'est exponentiel, c'est croissant. Qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces données? Voilà ce dont nous allons parler avec les intervenants. Alors pour commencer, j'ai peut-être envie de demander à Bertrand Dumazy qui est le patron d'Edenred, un grand groupe bien connu par les tickets restaurants notamment, mais qui est également un grand groupe, pas seulement français, mais international, présent je crois dans 25 pays, et qui évidemment se pose la question de qu'est-ce que vous faites, Bertrand, de toutes ces données finalement qui concernent à la fois vos clients entreprises et ceux qui les utilisent, toutes les cartes de restaurants ou aujourd'hui de paiement qui peuvent servir au voyage ou à tout un tas d'autres sujets. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces données? Où est-ce que vous les logez? Est-ce que vous les logez comme à peu près partout? Je rappelle juste ce chiffre, le dernier, 70% de nos données dorment dans des serveurs de 3 hyperscalers américains, AWS, Google Cloud et Microsoft. Est-ce que vous avez le choix finalement dans la localisation de vos données? Oui, alors Philippe, comme vous le dites, donc nous on est présent dans 45 pays et on sert 60 millions d'utilisateurs et sur nos plateformes, toutes les secondes est généré 40 transactions. Ça veut dire qu'on a plus de 100 millions de transactions par mois qui transitent au travers de nos plateformes digitales. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a à peu près 700 terabits de data qui sont logés en fait sur notre plateforme. Donc c'est 700 000 milliards qui sont logés dans nos plateformes. Donc on prend très au sérieux le match de la data. Alors comment ça se passe? D'abord il faut collecter la data, ensuite il faut la stocker, ensuite il faut l'analyser pour la monétiser. Et si je prends ces 4 étapes et que je regarde nous Edenred avec qui nous travaillons,
notre niveau de dépendance par rapport au nord-américain est bien supérieur à 70%. C'est-à-dire que pour collecter cette data, on travaille avec Confluent. Ensuite, pour la stocker, on est essentiellement avec Microsoft et Amazon, mais on a la chance aussi de travailler un petit peu avec OVH. Et ensuite, pour travailler cette data et l'analyser, c'est essentiellement des softwares nord-américains. Et ensuite, sur la monétisation et le marketing direct digital qu'on peut faire avec cette data, c'est aussi des fournisseurs nord-américains. Est-ce que c'est un choix? La réponse est non. C'est une obligation. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui nous est proposé à l'échelle du monde, en fait, les fournisseurs nord-américains sont à l'échelle et on l'offre la plus profonde et la plus innovante qu'on puisse trouver sur le marché. Et comme nous, on travaille dans 45 pays et dans des marchés qui sont très compétitifs, nous n'avons pas le choix que de travailler avec des fournisseurs nord-américains. Alors, on va tout de suite aborder le vif du sujet, donc qui va gagner le match de la data. Donc j'ai envie de vous demander à quelles conditions vous pourriez faire appel aux deux hyperscalers qui sont à cette table, que ce soit OVH, grand acteur, on en parlera, on va écouter Octave Klaba dans quelques instants, Cyril Falk qui est arrivé plus récemment avec Sens et qui propose aussi des solutions qui toutes se présentent comme souveraines. Est-ce que vous pouvez nous donner les conditions finalement qui permettraient de changer votre choix? Oui. Alors d'abord, avant de donner les 3 conditions dont on a besoin, on prend très au sérieux le match de la data. Parce que, en fait, l'avenir d'Edenred, c'est la capacité à collecter et travailler cette information. Encore une fois, on sert 60 millions d'utilisateurs dans le monde et mieux les comprendre, c'est être capable de mieux développer nos offres et mieux les servir. On le prend très au sérieux aussi puisque c'est la 4e révolution industrielle. C'est-à-dire que si Edenred passe à côté de la révolution de la donnée et de l'utilisation de la donnée, Edenred sera à court et moyen terme rayé de la carte. Et on n'a pas cette intention-là chez Edenred, donc ce match, on le prend très au sérieux. Et on le prend au sérieux aussi parce que ça représente désormais 5% du PNB des États et ça fait x3 en 5 ans. Donc s'il y a bien un match qu'il faut gagner, c'est celui-là. Alors, est-ce qu'on a gagné le premier set? La réponse est non. Et Edenred est un bon exemple du fait que non, on n'a pas gagné le premier set sur la data à l'échelle européenne. Mais il ne s'agit que d'un set. D'ailleurs, j'étais ici il y a 2 mois et j'ai vu Alcaraz au 4e set face à Sinner, ayant statistiquement aucune chance de gagner. Et pourtant, il a gagné. Donc, on va gagner cette bataille. Mais pour gagner cette bataille, en tout cas à l'échelle d'Edenred, il y a 3 conditions que nous recherchons. La première condition, c'est une présence mondiale. C'est-à-dire que Edenred fait 60% de son chiffre d'affaires en France, très présent en Amérique, notamment en Amérique latine, et très présent en Asie. Donc on a besoin d'avoir des partenaires technologiques qui soient mondialement présents. La deuxième condition, c'est un catalogue de services. C'est-à-dire que vous avez une infrastructure qui est logée votre donnée sur le cloud, mais après, dans l'exploitation de cette donnée, il faut qu'il y ait un catalogue de services qui soit très riche, très profond. Et là, force est de constater que les hyperscalers nord-américains, pour l'instant, ont l'offre la plus profonde et la plus riche. C'est la deuxième condition. Il y a une troisième condition qui est que aujourd'hui, Edenred emploie dans le monde des milliers de développeurs. Et quand vous développez des solutions digitales, vous les développez en pensant aussi où votre donnée va être hébergée. Et donc, vous prenez en compte les caractéristiques technologiques de vos hébergeurs et des catalogues de services que vous utilisez. Et donc, il faut qu'on trouve des développeurs dans le monde qui aient envie de développer en prenant en compte une offre européenne. Et pour l'instant, ce qui est le plus sexy, c'est quand même de se mettre sur le créneau en tant qu'ingénieur développeur des hyperscalers nord-américains. Donc on a probablement un effort de formation et tout ça peut s'enclencher et tout ça peut donner quelque chose d'intéressant, mais il va falloir agir et agir vite. Bon, Bertrand Dumazy, je note votre optimisme sur le fait que on pourra rentrer dans un deuxième set, et justement, on va en parler de ce deuxième set. Alors, on a la chance d'avoir, avant d'écouter les politiques, peut-être 2 industriels, on va peut-être les entendre avant, si vous me le permettez. On va entendre, pour commencer, Octave Klaba, donc le fondateur et le président d'OVH Cloud, parce que, évidemment, vous avez entendu ces
conditions qui sont proposées par Bertrand Dumazy, est-ce que vous pensez pouvoir, est-ce que vous pensez les réunir déjà aujourd'hui, et est-ce que vous pensez pouvoir convaincre finalement, parce que c'est un peu ce sujet-là, que la masse critique est suffisante aujourd'hui pour que les solutions européennes, ou les solutions françaises que vous représentez, sont aujourd'hui de même niveau que celles qu'on peut trouver chez nos amis américains? Bon, la réponse courte, oui. Ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et tous les jours on me dit que c'est impossible, donc on continue. Probablement on en a encore pour un bout de temps, mais quelque part il faut regarder les perspectives. Le cloud en Europe, dans très peu de temps, dans 2 ans, 3 ans, va représenter plus de chiffre d'affaires que l'ensemble des opérateurs telco. Vous prenez l'ensemble des opérateurs telco, les Orange, T-Systems, Deutsche Telekom, Telefonica, les cloud providers ils vont faire plus de chiffre d'affaires que eux tous réunis. Dedans, la question qui se pose, c'est quelle est la part de marché où la donnée, la sensibilité de données est tellement importante que la donnée ne pourra pas aller chez les cloud providers américains. Et la réponse, c'est que ça sera plus que 15%, plus que 20%. On parle de plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires. OVH réalise aujourd'hui 1 milliard. Demain, on a la possibilité d'accéder à un marché de plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires en Europe uniquement. Et les préoccupations que nous avons en Europe sont les mêmes que dans les autres pays. Vous prenez les pays en Asie, vous prenez le Moyen-Orient, même au niveau du Canada aujourd'hui. Donc les entreprises et les États ont cette approche, ont de plus en plus cette approche de la souveraineté. À notre niveau, nous sommes aujourd'hui présents dans pas mal de pays et on renforce notre présence avec d'aller de plus en plus loin avec des infrastructures, avec des data centers. Et donc c'est des lourds investissements dans les bâtiments, dans les serveurs, dans les networks. Et ça, on continue. Un autre typologie d'investissement, c'est ce que vous avez, enfin, ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le produit. Nous sommes cotés à la bourse en 2021 pour lever juste 350 millions, mais on a levé 350 millions pour pouvoir développer de nouveaux ranges de produits, public cloud. Et donc derrière, aujourd'hui, cette offre-là, elle existe à Paris, ça y est, vous pouvez la commander. Et derrière, nous avons un plan d'extension à travers l'Europe. Même si on est aujourd'hui présent en Allemagne, Pologne, l'Angleterre, aux États-Unis, Canada, etc., on va renforcer nos typologies des data centers pour pouvoir aller plus loin. Et donc là, on va ouvrir bientôt l'Italie dans quelques semaines. Et le prochain, c'est Berlin, pour pouvoir faire profiter les clients de toutes ces technologies-là. Et après, tu as évoqué un troisième élément qui est très important, c'est qu'il faut savoir accompagner les clients. Mais ça, en fait, ça dépend des typologies des clients. Lorsqu'on regarde en fait, les typologies des clients, bien sûr, il y a des clients corporate. Et dans ton cas, en fait, il faut comprendre tes préoccupations de métier, c'est quoi tes enjeux pour pouvoir les traduire dans les produits cloud. Nous avons eu la chance, en fait, d'avoir développé les premières typologies des clients, les premiers milliards de chiffre d'affaires. On a fait avec des clients qui n'avaient pas ces besoins-là. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement tech, qu'ils savaient ce qu'ils avaient besoin chez nous, et ils ont pris ces éléments-là, et ils ont construit des produits qu'ils ont vendus à leurs clients. Et donc nous, on les appelle digital. Il y a des digitales qui sont des petits, vous avez des sites web, les emails, etc. Mais il y a des digitaux qui ont grandi, qui sont tech, que nous on appelle tech, et qui commandent chez nous directement des bons produits et ils savent comment les utiliser. Et derrière, les troisièmes qu'on développe, c'est les corporates, c'est-à-dire comment accompagner des clients que eux, ils ont des problématiques métiers qui ne sont pas à l'informatique, ils n'ont pas l'informatique à la base, c'est pas leur métier, c'est une aide à leur métier. Comment on aide ces typologies des clients à aller dans le cloud et notamment dans le cloud souverain. Et à cet endroit-là, nous avons été extrêmement opportunistes en disant on n'a pas encore tous les produits, et en 2021, on va être extrêmement opportuniste pour aller chercher les marchés de souveraineté. Là où les gens, en fait, ils disent « moi, je ne peux pas y aller ». Les données sont beaucoup trop sensibles. Et là, en fait, on s'est développé énormément. On est le premier cloud français en Secnum Cloud. On développe, en fait, les offres de Secnum Cloud. On a investi... J'ai 300 personnes qui bossent là-dessus. D'accord ? 300 personnes, en fait, il y a 100 développeurs. Il y a toute une force commerciale pour développer les offres pour les corporates
au niveau de la souveraineté, au niveau de France, mais pas seulement. En Italie, en Allemagne, dans les autres pays, on en a besoin aussi. Et donc nous, on accompagne pas seulement les entreprises corporate, mais aussi, pas seulement en France, et pas seulement dans la souveraineté. Et donc c'est ça la masse critique, comment on a traduit la masse critique. Les investissements sont tellement importants que vous ne pouvez pas juste cibler un pays, un segment des clients et leur vendre une typologie de produits. Vous devez aller vraiment sur le worldwide, ce que nous avons fait. Merci beaucoup Octave Klaba de partager cette expérience. Vous avez prononcé un terme qui n'est pas forcément peut-être connu de tous, Secnum Cloud, qui est imprononçable dans une assemblée, mais qui évidemment pose la question de la souveraineté. Alors avec Cyprien Falk, on va peut-être prolonger cette question-là, puisque je crois que vous n'êtes pas encore Secnum Cloud, qui est un label qui est donné par l'ANSSI, et vous êtes une autre voie, un autre chemin qui est proposé, que celui proposé par OVH, c'est celui de l'alliance entre un grand groupe français, Thales, et un grand groupe américain que je citais tout à l'heure, Google Cloud, en l'occurrence la dimension cloud. Qu'est-ce que vous répondez à cette question du match de la data? Est-ce que vous vous sentez français, américain, européen? Est-ce que vous serez un jour Secnum Cloud? Alors, plusieurs questions. Le premier, peut-être rappeler un tout petit peu ce qu'est Sens, vous l'avez expliqué. Présentez-nous quand même Sens. Oui, Sens a été créé il y a à peu près 5 ans maintenant. C'est une filiale de Thales, entièrement contrôlée par Thales, qui a pour objectif, qui fournit un cloud de confiance, qui est le terme approprié associé à la qualification Secnum Cloud, en partenariat avec Google Cloud. Donc, est-ce qu'on se sent français, européen? Oui, parce que Sens est filiale de Thales, entièrement contrôlée par Thales. Tous les employés de Sens sont des employés de Thales. Pourquoi on a créé Sens? Pourquoi Thales a fait ce choix-là? C'est exactement en fait le constat qu'on a fait, c'est ce que partageait Bertrand tout à l'heure. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui avec lesquelles on a échangé dans tous les secteurs sont dans le cas d'Edenred, c'est-à-dire on a besoin du cloud aujourd'hui pour rester en vie. C'est un enjeu de compétitivité. Il y a un point important, c'est que le cloud, certains, moi je remarque, le voient encore comme de la simple mutualisation de serveurs. Aujourd'hui, on parlait de richesse de l'offre, richesse fonctionnelle. C'est une infrastructure vitale qui permet aujourd'hui, qui est indispensable pour la compétitivité, pour innover. Une mutuelle avec laquelle on travaille nous disait que maintenant ils mettent des applications en production en une semaine versus un an avant. Donc il y a cet enjeu de compétitivité, de survie par rapport aux autres entreprises non européennes. Et aujourd'hui, cette technologie, en tout cas les acteurs qui fournissent cette richesse-là, ils sont américains. Donc les entreprises françaises et européennes ont utilisé ces acteurs-là et ont déjà adopté ces solutions-là pour les données non sensibles. Ils ont déjà profité de ça, mais il y a tout un périmètre qui est celui qu'Octave mentionnait, qui est la partie des données sensibles, qui varie beaucoup d'une entreprise à une autre. Certains vont considérer que c'est 5%, d'autres 40%, d'autres 100%, sur lequel ils ne peuvent pas bénéficier de ces solutions-là avec une garantie de protection face aux lois extraterritoriales. Donc on a voulu répondre à ça et donc notre vocation c'est de fournir à la fois toute la richesse de services de Google Cloud, c'est vraiment l'équivalent en termes de services, mais dans un cadre qui garantit la protection des données sensibles. Le fameux Secnum Cloud, alors vous parliez tout à l'heure de régulation, il faut reconnaître que la France sur le coup était assez visionnaire parce qu'il y a 4-5 ans quand ils ont déjà défini Secnum Cloud, ils prêchaient un peu plus dans le désert qu'aujourd'hui. Et donc c'est un cadre qui a été défini en France, qui a un ensemble extrêmement exigeant de 300 critères à peu près juridiques, techniques, organisationnels, qui garantit à la fin, quand on obtient cette qualification, une protection face aux lois extraterritoriales. Et donc notre objectif, c'est d'avoir cette qualification-là, qu'on espère avoir d'ici quelques semaines. D'ici la fin de l'année, c'est ça? Avant ça. Avant ça. C'est fin du 3e trimestre, donc quelques semaines. Bien, merci. Je reviendrai vers vous dans quelques instants, mais on voudrait écouter maintenant Clara Chapaz, peut-être pour nous dire, est-ce qu'on a raté cette révolution du cloud? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore la rattraper? Je me souviens, vous avez suivi tous ces débats, on allait créer le grand champion européen du cloud, l'Airbus du cloud. Bon, ça ne s'est pas aujourd'hui fait, mais néanmoins, il y a eu des transformations, il y a eu des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur un marché, comme le disait Octave Klaba, qui est considérable. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on arrive en Europe à maturité et est-ce qu'on a notre chance dans ce deuxième set? On a définitivement notre chance, mais pour ça, c'est lié d'ailleurs à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous recevriez le Premier ministre. En fait, tout ce qui nous occupe là est complètement lié. Pourquoi? On est à un moment que le Premier ministre a qualifié de vérité. Où est-ce qu'on veut emmener notre pays?
Est-ce qu'on continue à faire comme ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on continue à accroître la dette, 5 000 € de dette de plus par seconde, pour nos dépenses courantes, c'est-à-dire plutôt que pour investir comme Octave à ouvrir des nouveaux data centers, à investir dans tout ce qu'il faut investir pour être les plus sécurisés possibles. On a entendu les investissements très conséquents que demande le développement d'une offre comme Sens, le développement de ce que vous faites avec OVH depuis 25 ans, la structuration de vos données chez Edenred, cher Bertrand, attirer les talents, les compétences dont on a besoin pour créer ces investissements qui sont nécessaires pour notre futur, pour peser dans le futur. Donc, est-ce qu'on continue à créer de la dette, mais sans utiliser cette dette pour avancer et créer ces capacités d'innovation dont on a besoin? Et on voit bien dans toutes ces entreprises à quel point les investissements, à quel point on doit avoir une volonté déterminée pour pouvoir peser dans le match. Ou est-ce qu'on continue à fermer les yeux sur la situation financière de notre pays en se disant que finalement, ça ne sera pas notre problème, ça sera celui de nos enfants? Je pense qu'ici, on est tous réunis autour d'une conviction, c'est qu'on a les entrepreneurs les plus déterminés du monde dans cette pièce, qui ont envie de jouer ce match, mais pas de le jouer, de le gagner. Et la question qu'a posée le Premier ministre, elle est simple, c'est pour le gagner, il faut d'abord être très lucide sur là où on est. Et là où on est, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les marges de manœuvre pour pouvoir investir comme on le voudrait dans toutes ces technologies, le cloud, la data, l'intelligence artificielle, surtout dans un monde géopolitique, et on y reviendra, où on est dans un monde de prédateurs, dans lequel certains pays n'attendent pas et ont des positions extrêmement pushy, en bon français, sur le fait de non seulement développer leurs technologies, mais de les déployer dans le monde entier et de nous laisser dans cette situation de vassalité heureuse dans laquelle on a été depuis un certain nombre d'années. Donc si on veut changer la donne, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut le gagner, ce match, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on regarde la question sur laquelle le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement dans maintenant 11 jours, qui est: est-ce que oui ou non, nous avons un problème de finances publiques dans ce pays qui ne nous permet pas d'investir comme on le veut pour créer cette innovation, pour créer le futur, pour peser dans cette course à la technologie. On ne demande pas de se rassembler autour des solutions. Il y aura un temps pour la discussion. Mais moi, je suis convaincue, je viens du monde de l'entreprise. J'ai eu plusieurs fois, dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, des moments assez difficiles où on n'a pas les moyens de continuer à faire ce qu'on faisait avant. On ne ferme pas les yeux. On ne dit pas c'est pas mon problème. On dit comment est-ce qu'on trouve des solutions pour peut-être se recentrer, vous l'avez très bien expliqué, sur là où il y a le plus de valeur ajoutée. Pour OVH, on a entendu vous avez compris qu'il y avait un marché sur la sécurisation de la donnée, vous avez investi pour aller sur ce marché et vous avez certainement pris des décisions, je suis sûre, qui ne faisaient plaisir à personne dans les 25 ans, dans les moments les plus difficiles, mais vous les avez prises, ces décisions, parce que vous vouliez créer un champion. Donc, la responsabilité qu'on engage avec le gouvernement, et moi la raison pour laquelle j'ai écouté le monde de l'entreprise et m'engager pour construire notre pays, c'est que je pense qu'on est dans un moment où on doit être courageux pour se dire comment est-ce qu'on continue à être cette France qui construit, qui innove, qui rayonne dans le monde entier. Et pour ce faire, oui, on ne va pas être très populaire parce qu'il faut qu'on regarde la réalité en face. Et donc, est-ce qu'on est capable ou non de regarder cette réalité et de se dire que tout le monde va devoir y contribuer, tout le monde, c'est une question de justice, mais qu'il va falloir le faire parce qu'on a tous les atouts. On est le continent où la data est la plus structurée, parce qu'on a 40 ans, 50 ans d'innovation industrielle derrière nous, parce qu'on a un système de santé centralisé, donc on a des datas auxquelles n'ont pas accès les autres régions du monde, parce qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde dans la data. On a tous ces atouts-là. Mais aujourd'hui, il est temps de se dire comment est-ce qu'on peut prendre les décisions difficiles. Il s'agit de couper les dépenses de 2%. Je crois que chacun, dans sa vie de son entreprise, a eu à prendre ce genre de décision pour pouvoir réinvestir dans l'avenir. Et moi, je suis extrêmement convaincue que dans ce moment de bascule-là, quand on voit d'ailleurs comment les entreprises technologiques américaines, le monde politique américain aujourd'hui s'allient pour aller de façon très conquérante, continuer à asseoir leur domination, nous on a une autre réponse, c'est de dire on veut faire les choses avec nos valeurs, en se protégeant, c'est avec Nimcloud, on y reviendra, en investissant dans nos entreprises d'innovation et en s'assurant qu'on prend conscience que chaque euro qu'on dépense, qu'on soit l'État, qu'on soit une entreprise, on peut le dépenser avec les critères qui ont été mentionnés, c'est-à-dire regarder de façon assez clinique qui a le plus de features dans mon offre de cloud, avec qui mon écosystème, mes acheteurs ont l'habitude de travailler. Ça sera probablement des entreprises américaines sur la data, vu que
83% des dépenses aujourd'hui vont vers des entreprises américaines, où on peut se dire, on va changer les règles du jeu. Et aujourd'hui, on va soutenir nos acteurs. Et quand je suis patron d'une entreprise, quand je suis en charge d'une administration publique, je vais me tourner vers Sens, vers OVH, parce que ce sont des entreprises qui non seulement ont les solutions, mais c'est aussi un projet industriel de quel monde on veut construire ensemble. Mais Clara Chapaz, on est dans un moment d'accélération. Si je reprends 2-3 dates récentes sur tous ces sujets. Fin janvier, le président Trump annonce Target, 500 milliards d'investissements, notamment dans les data centers aux États-Unis, de façon massive. On ne sait pas si ce chiffre n'est pas un peu gonflé à l'hélium, mais en tout cas, il est là et on voit comment toute la Silicon Valley est aujourd'hui en train de se doter d'une puissance assez inimaginable. Donc, est-ce qu'on peut résister? Il y a eu le sommet IA, que vous avez annoncé, enfin, le président de la République a annoncé, et l'Europe aussi d'ailleurs a annoncé un plan d'investissement. Est-ce que vous pensez qu'on est en capacité finalement, vous évoquez nos problèmes budgétaires, mais le monde n'attend pas nos problèmes budgétaires. Est-ce qu'on est en capacité de faire ces investissements? On va en parler avec Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, qui sont extrêmement importants pour l'attractivité des territoires aujourd'hui dans ce secteur. C'est un très bon exemple, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qu'a organisé le président de la République. C'est quoi? Et je pense que Xavier Bertrand pourra nous parler depuis du nombre d'investisseurs qui défilent sur son territoire, parce qu'il y a des opportunités d'investissement particulières dans les Hauts-de-France. On s'est dit, on n'a pas attendu le sommet IA pour le faire, depuis 2018, on a lancé en France une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle sous l'impulsion du président de la République pour se dire on a les talents, on va investir dans notre recherche, on a les infrastructures, on a une énergie nucléaire décarbonée, abondante, dans un monde où c'est la course à l'énergie pour pouvoir entraîner les modèles, donc c'est un atout majeur. Et puis on a notre écosystème d'entrepreneurs, il y en a beaucoup qui défileront ici, qui ont défilé hier, qui défileront ici dans les prochaines heures, qui ont décidé de construire, comme Octave, des solutions européennes les plus à la pointe ici dans notre pays. Cet écosystème-là, il est extrêmement attractif. Dans le sommet pour l'action sur l'IA, on sortait en effet des annonces Stargate, 500 milliards d'euros d'investissement dans des gigaprojets de data centres aux États-Unis. Qu'est-ce qui a été annoncé? Il a été annoncé 109 milliards d'euros d'investissement d'acteurs étrangers et français, ici en France, pour créer cette souveraineté des données, pour gagner le match. Parce que si on n'est pas en maîtrise de nos données, ça va être plus compliqué de gagner le match. Donc ici, en France, ces investisseurs, ils ont choisi notre pays. Ces investisseurs privés. Parce qu'on a ces atouts, parce qu'ils le reconnaissent et parce qu'on est absolument déterminé à en plus leur simplifier la vie, accélérer pour qu'ils puissent ouvrir les différents projets, notamment dans les Hauts-de-France, dont Xavier vous parlera. Et ça, c'est une chance, c'est aussi quelque chose qui s'est construit. Je pense que dans les 8 dernières années, il y a énormément qui a été fait pour rendre notre pays attractif et qui doit nous donner la conviction qu'on est bien dans la course. Et c'est peut-être aussi ça qu'il faut changer aujourd'hui, c'est cet état d'esprit de se dire je regarde les 500 milliards et je me dis waouh, c'est monstrueux, c'est énorme, est-ce qu'on va y arriver? Plutôt que de valoriser les 109 milliards qui sont, franchement, on n'a pas à rougir, très conséquents. Donc moi, ce qui m'occupe depuis, c'est de m'assurer que ces 109 milliards, on fait tout ce qu'on peut pour accélérer la mise en place des projets, parce que je crois que tous nos entrepreneurs ont besoin d'entraînement de données pour créer les solutions qui vont nous permettre de faire accélérer la recherche, d'utiliser toutes les datas d'Edenred pour avoir des produits plus performants. J'étais avec une entreprise comme TurboSelf qui s'est rendu compte aussi qu'elle était sur une mine d'or. TurboSelf, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion de cantine. Ils ont 25 ans de data de gestion de cantine qui aujourd'hui leur permettent, grâce à ces nouvelles infrastructures, grâce à ce nouveau jeu de data, de créer des produits pour éviter le gaspillage alimentaire et de faire économiser 100 000 euros par collectivité sur le gaspillage alimentaire. Cette transition, elle est là. On a tous les éléments, on attire les investisseurs et c'est bien sûr la stabilité d'ailleurs qui permettra de continuer à attirer ces investisseurs pour qu'on puisse continuer à avancer, à construire nos solutions, à construire nos alternatives. Et Sens en est aussi un bon exemple. Sens, c'est quoi? C'est-à-dire on a défini nos règles. On a dit, n'en déplaise à M. Trump, pour opérer en Europe, il y a un certain nombre de règles. Sur les données, c'est simple, on ne veut pas que la donnée sensible des Français, la donnée relative par exemple au maintien de l'ordre, toutes les données sensibles que vous pouvez imaginer, puissent être dans des serveurs où la loi extraterritoriale fait que certains autres pays puissent y avoir accès. Ça s'appelle protéger ses citoyens. On a mis en place cette règle-là et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit?
On voit qu'il y a des acteurs européens comme OVH qui investissent pour créer ces solutions parce qu'il y a un marché. Mais on voit aussi qu'on opère ce qu'on appelle des transferts de technologie. On est capable de travailler avec des entreprises comme celles qui travaillent avec Sens, les mettre en relation avec un Thales pour dire on crée ensemble des solutions alternatives. Et ça, c'est complètement la politique qu'on mène. Merci. Bon, on entend en tout cas votre optimisme qui rejoint celui de Bertrand Dumazy sur le deuxième set. Alors j'ai envie de savoir si Xavier Bertrand, vous partagez cet optimisme. Vous attendez vous aussi énormément d'investissements dans le secteur des data centers dans votre région. Et aussi peut-être comment vous réagissez à ces enjeux géopolitiques aujourd'hui qui, on parlait un petit peu au début, aujourd'hui nous dépassent, mais qui évidemment concerne l'avenir de notre pays. Est-ce qu'il faut résister à cette tentation américaine de dominer dans le domaine du numérique et comment le faire? Bon, tout d'abord, c'est un match qui se joue en France, mais qui se joue aussi sur d'autres terrains. C'est vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau international. Il faut bien comprendre que si nous ne gagnons pas ce match, si nous ne jouons pas ce match, nous serons définitivement en seconde division. On a beaucoup parlé cloud, je parle à côté d'un acteur de référence du cloud. Moi, je suis davantage sur la logique de l'IA, la puissance de calcul, la rapidité de calcul de l'IA. Et les data centers dont nous parlons aujourd'hui, notamment dans la région des Hauts-de-France, sont des data centers pour l'IA. Sur ce sujet-là, aujourd'hui, on a besoin aussi d'en faire une priorité publique politique partagée à tous les niveaux. Moi, dans la région, ce qui m'intéresse avec les data centers, c'est parce qu'après avoir été la vallée de la logistique, la vallée de la batterie électrique, je veux qu'on devienne la vallée des data centers. Nous avons une énergie décarbonée. La centrale nucléaire de Gravelines, et d'ores et déjà, on a lancé les travaux, le terrassement commence l'an prochain pour les 2 EPR. Nous avons encore du foncier. Avec le zéro artificialisation nette, nous avons négocié de telle façon que nous avons du foncier. Et j'en fais une priorité politique pour que la région puisse prendre un temps d'avance en la matière. Qu'est-ce que me demandent les entreprises à qui j'ai expliqué cette stratégie, à qui j'ai voulu faire partager cette stratégie? Je leur dis, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que j'ai besoin de négocier avec ceux qui vont installer data centers des conditions particulières d'accès aux services ou autres? Et lors d'un sommet de l'IA que nous avions organisé, c'est le MEDEF des Hauts-de-France qui, après avoir mis en place une cité de l'IA, a organisé ce sommet. Clara d'ailleurs est venue à ce sommet. Ils m'ont dit, ce dont on a besoin, c'est de garanties sur la souveraineté. Ça veut dire que si on veut remporter ce match de la souveraineté, ça va se jouer aussi et surtout par des infrastructures chez nous. Il y aura plus de garanties à garder la souveraineté des données si nous avons des data centers en France que si c'est dans d'autres pays. Même si c'est en France, on va avoir besoin de négocier serrer les clauses pour garantir que les règles américaines d'avant Trump et avec Trump ne s'appliqueront pas. Les garanties sont essentielles, mais il nous faut des data centers chez nous. On est d'accord? Il va falloir convaincre du monde. Et là, je me tourne vers le monde des entrepreneurs qui est là. Il va falloir aussi, si vous pensez que c'est important pour vous d'avoir des data centers en France, dans vos régions, allez voir nombre de responsables publics et politiques pour leur dire « déconnez pas ». Parce que ça veut dire derrière que nous avons besoin de les avoir. Pourquoi je vous dis cela? Quelle n'a pas été ma surprise en expliquant ma stratégie devant des chefs d'entreprise de voir dans la région, il y a quelques semaines, un responsable de start-up me dire « Vous êtes sûr qu'il nous faut des data centers ?» Je dis « Vous êtes sérieux ou pas ?» Il dit « Oui, parce que ça consomme de l'énergie, ça consomme du terrain, la production de chaleur, on en fait quoi ?» Bon, je sais que je n'ai pas fait l'ENA, mais enfin j'ai le droit de réfléchir un petit peu. La première des choses, c'est que c'est vrai que ça consomme du terrain, mais les supercalculateurs demain en consommeront moins. C'est vrai que ça consomme de l'énergie, ça a été dit, il y a une énergie décarbonée. Et puis surtout, on a le droit de réutiliser l'énergie, la chaleur fatale, pour par exemple l'injecter dans des réseaux de chaleur. C'est ce que nous avons prévu, c'est ce que l'on met dans les cahiers des charges. Mais ce qui veut dire que beaucoup sont en train de dire, écoutez, ces trucs-là, ça ne va pas être effectivement frugal, ça ne va pas être sobre, donc plutôt ailleurs. Mais c'est un truc de malade. Donc ce qui veut dire qu'il faut que le monde de l'entreprise explique bien à tout le monde qu'on en a absolument besoin et que vous vous tourniez vers nombre de responsables politiques pour dire il est faux. Aujourd'hui, il y a 35 sites fast track, comme on dit en Picard, qui sont déterminés sur le territoire national. J'en ai 8 dans les Hauts-de-France. Moi, j'en fais une priorité politique parce que derrière, il y a de l'emploi.
Ça contribuera à l'attractivité, les services pour mes entreprises, et puis surtout, je contribue aussi à la souveraineté nationale et à la souveraineté européenne. Mais ce que je veux vous dire, et j'insiste là-dessus, c'est que si nous sommes convaincus qu'il les faut, il va falloir se battre pour les avoir. On sait bien que le plus important pour l'IA, ce sont les usages. D'accord. Mais en attendant, si on n'a pas les infrastructures ne sont pas une vitrine de l'intelligence artificielle, c'est la clé. Et là où on a aussi chose à faire, je le dis, moi, je n'ai pas le problème, je plaide pour la paroisse des autres. Mais au niveau national, il va falloir assouplir le zéro artificialisation pour permettre aux autres régions qui ont moins de terrain que moi de pouvoir bâtir, construire des data centers. De la même façon, RTE, qui est déjà un peu en surchauffe, il va falloir aussi doper les investissements, surtout que des opérateurs privés sont prêts à contribuer. Donc des fonds publics privés, ça a du sens également. Donc tout ça est vraiment à portée de main. Si on se bat sur ce terrain et si on comprend qu'on a aussi un sujet d'appropriation publique, je pense que l'on peut clairement remporter ce match, tout en rappelant que le plus important ensuite, et Clara le sait, c'est la façon dont on est engagé, ce sont les usages. Parce que derrière, avec les usages, on va réussir clairement à prendre un temps d'avance. L'Europe, bien évidemment, a un rôle à jouer. Je ne sais pas si on y reviendra. L'Europe, il faut déjà qu'elle aide à constituer des champions, qu'elle innove avant de réglementer. Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est comme si on avait inventé le permis de conduire et qu'ensuite on avait inventé la voiture. C'est ça qui est en train de se produire. Et donc, vous n'auriez jamais eu des voitures puissantes qui vous permettent clairement d'avoir des capacités qui vous donnent aussi de la sécurité. C'est ça qu'on est en train de faire. Je vous reprends la balle au bon, si je puis me permettre, puisque nous sommes sur un court de tennis. De ce point de vue-là, du coup, quand Trump et la Silicon Valley disent que nous réglementerons trop en Europe la tech, est-ce que, même si ces menaces ne sont pas forcément bienvenues, les mesures de rétorsion qu'il envisage, est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Ou est-ce que le monde de la tech lui-même, j'ai envie de vous entendre aussi, n'a pas envie de reprendre cette balle au bon en disant oui, on est Juste un mot. Juste un mot et après Clara Chapaz. Juste un mot là-dessus, c'est plus seulement le président de région qui s'exprime. Trump, s'il dit ça, c'est que quand on s'intéresse aux GAFAM, on a touché le point sensible. C'est ça le sujet. Et alors avec nos réglementations, ça a été vrai dans le domaine assurantiel et dans le domaine bancaire. À nous, on est champion du monde. On se fixe des règles que nous respectons la règle, le petit doigt sur la couture du pantalon, pendant que les autres ne respectent pas les règles. Et dans le pire des cas, au bout de quelques années, ils vont payer des amendes qui ne représentent rien par rapport à leur puissance financière. Donc là, le vrai sujet, on entreprend, on innove, mais on ne réglemente pas pour commencer. Ça fait un changement notable. Ça vaut la peine de se battre pour ça. Il nous reste 8 minutes. Merci. On applaudira à la fin, mais merci de la chaleur de votre présence. On croirait voir un échange. Alors justement, un échange avec Clara Chapaz et peut-être pas trop long pour qu'on puisse entendre chacun des autres sur cette question qui me paraît fondamentale. On n'a pas attendu M. Trump et ses propos pour agir sur le fait qu'il fallait simplifier nos règles. Je pense que ça, il faut quand même le rappeler parce que, par exemple, pour prendre un exemple que je pense a touché beaucoup de personnes dans cette salle, sur la question de la CSRD, entendu les complexités qui ont pu être celles des entrepreneurs à mettre en place un tel texte. On a dit, OK, on fait un truc européen qui s'appelle Stop the Clock et on regarde ce qu'on a fait et avec beaucoup d'humilité, on regarde ce qu'on a mal fait et on simplifie les règles pour qu'on retire 90% des demandes qu'il y avait sur ce texte-là et on se concentre sur l'impact le plus important de la mesure de ce système-là et qu'on réduise la charge administrative sur les entreprises. Et en quelque sorte, ce monde-là, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui et il n'y aura aucun tabou. Demain, je suis avec mon homologue allemand, Carsten Wildenberg, qui est donc le ministre du numérique allemand, au Conseil des ministres franco-allemands. Et l'agenda tout en haut de notre plan de travail commun, c'est la simplification. Mais attention, parce que la simplification, il n'y a pas de tabou. Moi, je veux qu'on regarde tout. J'ai été dans une petite entreprise où on a dû mettre en place le RGPD et je me souviens encore des heures carrées qu'on a passées à essayer de mettre en place ce texte, en n'ayant ni les ressources, ni la bonne compréhension de ce qu'on essayait de faire. Il faut qu'on sorte de ça et je peux vous garantir qu'on est déterminé à le faire et qu'en plus, on est cohérent avec nos amis allemands, ce qui n'a pas toujours été le cas sur cette question-là. Mais attention, parce que quand le point sensible sur les GAFAM est très juste, quand on entend des propos sur la régulation des GAFAM, se cache derrière une hégémonie commerciale, des enjeux importants qui vont au-delà de cette question de la simplification et qui, pour le coup, nous desservent. Parce que, par exemple, les textes qui sont attaqués, le fameux DMA. Le DMA, c'est quoi? Il y a plein de patrons de petites entreprises dans cette salle.
c'est de dire on veut les mêmes règles du jeu pour tout le monde. C'est un antitrust du On ne numérique. veut pas que les entreprises, et d'ailleurs on le voit très bien sur le cloud, qui sont énormes aujourd'hui, baissent leur prix pour s'assurer que tout le monde va mettre ses datas sur Amazon et Google Cloud plutôt que de se tourner vers Sens ou OVH. C'est tout. Donc il y a ce que je considère la bonne régulation, celle qui dit on veut les mêmes règles du jeu pour tout le monde parce qu'on veut soutenir nos entreprises. Et pour info, ces discussions-là ont aussi lieu aux États-Unis. Les États-Unis aussi regardent Google et se disent c'est quand même un peu trop gros. Et ça n'aide pas l'innovation. Donc il y a cette régulation-là et puis il y a la simplification. Et je peux vous garantir que toutes les remontées d'informations que vous avez sur ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, nous les prendrons une par une et nous avancerons, d'ailleurs le Premier ministre l'a dit, par ordonnance s'il le faut, pour au plus vite libérer la charge de vos entreprises et qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire l'innovation. Donc il faut trouver le bon équilibre entre ne pas se laisser dominer par, impressionner par Donald Trump et ses oukases et en même temps redonner de la liberté aux entreprises. Bertrand Dumazy, sur ce sujet, à la fois de la surréglementation et de l'usage des données, puisque vous avez plein de projets, on a parlé du stockage, mais il y a aussi qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces données? Oui, quelques réflexions. La première, c'est Clara a raison en disant le diable est dans les détails et donc il faut quand même analyser les choses. Cependant, le match de la data, donc le match de la 4e révolution industrielle, c'est un match où on a perdu assez sèchement le premier set. Et une des raisons pour lesquelles on l'a perdu assez sèchement, et il faut se le dire entre entrepreneurs, c'est que la tech française et européenne, elle est sous-investie, elle est sous-capitalisée et elle est surréglementée. C'est-à-dire que oui, on peut rentrer dans le détail, mais moi qui pratique ça à longueur de journée aux 4 coins du monde, je vois plus de créativité chez mes ingénieurs à Taïwan ou au Brésil qu'en Europe et en France. Et pourtant, sur le papier, mes ingés français sont meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'on crame de l'énergie à se dire « Ah, si on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de RGPD ?» Et tu l'as dit toi-même, Clara. Ou si on fait ci, oh là là, par rapport à l'IA Act, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, si aujourd'hui je veux analyser la data des centaines de milliers de clients qui nous appellent et à partir de là développer une nouvelle offre, si cette data peut être théoriquement utilisée pour comprendre la performance de mes téléopérateurs, alors dans l'IA Act, ça rentre dans la catégorie haut risque et la chaîne des emmerdements est considérable. Donc qu'on le veuille ou non, oui, il faut une révolution de notre modèle capitaliste en Europe. On doit être mieux capitalisé, mieux investi et avec une réglementation qui baisse. C'est peut-être malheureux, mais c'est la seule manière de survivre. Et j'appelle ça vraiment de mes voeux à cette prise de conscience et je l'observe et je peux l'observer partout dans le monde. Après, on peut théoriser, intellectualiser, rentrer dans le détail, certes. On est sous-capitalisé, sous-investi, surréglementé. Maintenant, sur l'utilisation de la donnée. Donc, pour Edenred, évidemment, c'est une partie de son avenir. Vous connaissez Edenred en France pour les tickets restaurants, mais on fait bien plus que ça. On est le numéro 1 mondial de la mobilité. Mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Amérique latine, quand vous utilisez un système Edenred, vous êtes un logisticien, vous êtes capable de calculer en temps réel la route qui va vous faire économiser le plus d'essence, optimiser le fait que vous utilisiez l'électrique, l'éthanol, ou du gasoil. Et ça n'est possible qu'avec une exploitation en temps réel de la donnée. Donc aujourd'hui, pour nous, la donnée, c'est, comme vous l'avez dit Philippe, le carburant de la croissance de la maison. Ça nous permet, d'être plus efficient. Donc on a 60 milliards de transactions qui passent dans nos serveurs tous les ans. Donc l'enjeu de cybersécurité est très important. S'il est très important, la donnée et l'intelligence artificielle nous permettent d'avoir des modèles prédictifs contre des fraudeurs qui sont de plus en plus sophistiqués. Et l'analyse de la donnée nous permet aussi de développer en permanence de nouvelles offres. Donc oui, on a perdu le premier set, mais on va gagner les autres tous ensemble. Mais capitalisons plus, investissons plus, baissons la régulation, ayons des gouvernances qui nous permettent d'être plus rapides. Et moi, comme entrepreneur, avec vous tous, je sais qu'on a l'énergie, le courage et le talent pour gagner le deuxième set. Je vois Nicolas qui s'approche. On va quand même donner un dernier mot à nos deux derniers intervenants. Il en reste 45 secondes avec grand plaisir. Bon, c'est pas beaucoup. Octave Klaba, peut-être un mot sur la surréglementation.
Vous avancez avec des boulets aux pieds? La surréglementation, mais l'investissement aussi. Enfin, je vais juste donner un chiffre. Aujourd'hui, avec 1 milliard de chiffre d'affaires, OVH, il investit par an 350 millions. Avec 2 milliards de chiffre d'affaires, qui va arriver dans quelques années, on va pouvoir investir 1 milliard par an. D'accord. Donc c'est ça, en fait, les enjeux de cloud provider, tout en étant free cash flow positif. Hein, d'accord. C'est sans l'aide de l'extérieur. Hein, d'accord. Donc c'est ces typologies d'investissement qui est nécessaire de mettre en place lorsqu'on fait un cloud provider. Et c'est le chemin sur lequel nous on est. Cyprien, un mot de la fin. Deux choses. Sur l'aspect de la réglementation, je suis d'accord qu'il y a la bonne et la mauvaise réglementation. Il faut qu'elle protège les citoyens, qu'elle aide les entreprises aussi. Moi, en tant qu'industriel sur le secteur du cloud, aujourd'hui au niveau européen, ce que je vois, c'est qu'elle n'aide pas parce qu'il n'y a pas de marché unifié en Europe aujourd'hui. Et à la fois les clients et les industriels doivent adresser chacun des pays séparément, ce qui crée une contrainte assez importante. Et sur les investissements, pour finir, et sur les financements, oui, on a besoin Octave le disait, de financement pour croître. Et là, on parle beaucoup en ce moment du levier de la commande publique. Il y a aussi le levier de la commande, je dirais de la commande privée. En tout cas, chacun, il y a une responsabilité collective de chacun ici à où est-ce qu'on va investir, où est-ce qu'on va aller mettre nos données. Et à choisir des solutions européennes. Bien, merci beaucoup, cher Nicolas. Nous avons presque tenu, on a dépassé de 45 secondes. Mais je ne les avais pas en stock, le match était beau. Merci mon cher beaucoup. Philippe. Merci Madame la Ministre. Merci messieurs.